Bonjour et bienvenue à tous dans cette masterclass proposée par Lean à propos de finance. Donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on peut passer de la finance qui est aimée, détestée, appréciée en fonction des différentes personnes, à la finance stratégique, c'est-à-dire vraiment mettre la finance au service de la croissance de l'entreprise et pas l'entreprise au service de la finance. Donc la finance utile, je pense qu'effectivement c'est le cas, et on verra quels sont les outils qu'on peut mettre en place pour utiliser cette information-là. Je me prénomme Paul Mohin, je suis associé au sein du cabinet d'accompagnement financier With You, et c'est parti. Alors ça vous arrive certainement de vous réveiller en pleine nuit et de vous demander, tiens, comment évolue ma trésorerie, mon compte est à zéro, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux faire pour le corriger, pour le faire évoluer. Et il existe des techniques, ou des outils en tout cas, pour anticiper ces problèmes, pour que vous puissiez passer une bonne nuit de sommeil, vous concentrer sur vos amis, vos familles, votre entreprise, et pas sur le montant de votre compte en banque. Avant, donc ici c'est vraiment, quand on n'anticipe pas, voilà ce qui peut arriver, c'est le solde de trésorerie d'une entreprise qui est active du côté de Liège, et on voit qu'en fait, ils survivent très difficilement, la trésorerie est toujours tendue, elle est négative la plupart du temps, ils tirent sur leurs fournisseurs, sur leurs lignes de crédit. Nous, ça, à quoi on va arriver, c'est à ceci, c'est qu'après, on a une trésorerie qui est positive, on se focalise sur ses ressources humaines, on se focalise sur ses clients, on se focalise sur son produit, sans stresser par rapport à sa trésorerie, par rapport à ses finances, et c'est à cet objectif-là que je vais vous permettre d'arriver dans cette masterclass. Alors, la finance, c'est effectivement très large, on a plusieurs pôles. On a ce qu'on appelle stratégie financière, qui est vraiment les levées de fonds, les valorisations, les M&A, les politiques de dividendes, etc. C'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est pas non plus un cours de comptabilité et de fiscalité. Il y a d'excellents comptables, d'excellents fiscalistes à Liège et dans ses environs qui peuvent vous aider à répondre à toutes ces questions-là. Nous, ce sur quoi on va se focaliser aujourd'hui, c'est vraiment la gestion financière opérationnelle. Comment est-ce que la finance peut vous aider au jour le jour à atteindre vos objectifs en comprenant votre situation, votre contexte, plutôt que partir d'une situation hypothétique. Alors la finance, étonnamment, c'est quantitatif, ce sont des chiffres, mais c'est aussi énormément de qualitatif, c'est vraiment pour nous l'art de la persuasion. C'est que des chiffres tout seuls, sortis de nulle part, ne racontent rien. Il faut les mettre dans un contexte, expliquer la situation actuelle, la vision qu'on veut obtenir, la marge de manœuvre qu'on a, pour convaincre les personnes qui sont en face de soi, que ce soit des clients, des fournisseurs, des investisseurs, qu'on est sur le bon chemin. Des tableaux seuls ne donnent rien, il faut toujours leur donner un peu de contexte. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui aussi. Comment est-ce que je peux raconter une histoire avec mes chiffres pour persuader la personne qui est en face de vous, comme moi je suis en face de vous aujourd'hui, que mon plan financier va être réaliste et que je vais pouvoir l'exécuter pour atteindre les sommets. Le point de départ de toute la finance, c'est le plan financier prospectif, qu'on aime le faire, qu'on n'aime pas le faire. Malheureusement, on est obligé de passer par là. À quoi ça sert un plan financier prospectif? C'est pas tout de suite rentrer directement, je veux conquérir le monde, etc. C'est y aller progressivement. Et ça permet surtout de connaître sa marge, la manière dont son produit ou son service est conçu et la rentabilité de l'entreprise. Donc ça a énormément d'aspects intéressants pour celui qui comprend ce qu'il y a dedans et la manière dont il peut exploiter ces informations. Un plan financier prospectif, étant donné qu'on le fait pour 3, 4, parfois 5 ans, ça peut servir de rétro-planning aussi. Donc on sait où on veut être dans 5 ans, mais on doit bien commencer par quelque part, y aller étape par étape. Donc on connaît l'objectif, on sait où on veut être dans 5 ans, et on revient en arrière sur l'exécution qui va y avoir lieu la première année, la deuxième année, les investissements qui vont être faits. Alors on confond souvent, on se dit, tiens, le plan financier, ça doit absolument être suivi. Oui et non, ça sert de ligne rouge pour convaincre et donner une ligne à toutes les personnes qui travaillent avec vous, mais c'est un plan d'action qui est évolutif, donc on ne va pas le remettre à jour toutes les semaines ou tous les mois, mais par contre ça vaut la peine de se reposer les questions tous les trimestres, par exemple, dans un conseil d'administration, est-ce qu'on a suivi la bonne ligne ou pas, et le mettre à jour et surtout le communiquer vers l'extérieur. Alors, le plan financier prospectif, qu'est-ce qui contient principalement? La première ligne sont les ventes et prestations. Qu'est-ce que vous allez vendre? Où vous allez le vendre? À combien est-ce que vous allez le vendre? Quel est le marché que vous voulez toucher? Quel type de produit, quel type de service est-ce que vous allez proposer? Et tout ça, c'est résumé dans les ventes et les prestations, donc vraiment les revenus que vous allez tirer de votre marché. C'est la première ligne qui est la plus importante.
Alors, il n'y a pas de science exacte pour réaliser un compte de résultat. Ça se fait par itération, par test. On teste un pricing, on teste un produit sur le marché, on parle avec des clients, avec des prospects potentiels, voir si on est bien aligné, et puis on peut se mettre des objectifs. La deuxième grande ligne, une fois qu'on a les revenus ou autres, la part de marché qu'on veut saisir, quels sont les coûts des ventes, quelles sont les ressources que je vais allouer pour atteindre ces objectifs-là, en termes de ressources humaines, de coûts marketing, d'investissement, de recherche, de prospection, etc. Donc le coût des ventes reprend vraiment l'ensemble des ressources dont vous avez besoin pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés ici au niveau des ventes et prestations. À quoi ça sert un plan financier et un budget, ou en tout cas une trésorerie? Un budget, on n'est pas obligé de le dépenser. Chaque fois qu'on se dit qu'il y a une allocation de ressources ou d'enveloppe budgétaire, il y a une action qui est réalisée, un investissement qui est effectué. Quelle est la réaction qu'on attend par rapport à cet investissement-là? Un plan financier, quand il est bien pensé et qui résume toute votre stratégie, qu'elle soit de développement de produits ou commercial, ça peut permettre d'identifier des risques auxquels on ne pense pas à première vue. Donc par exemple, si on décide d'aller conquérir les États-Unis, est-ce qu'on a une force commerciale qui est prévue dans le plan financier pour aller sur les États-Unis, ou on part de la Belgique, etc. Donc ça explique vraiment comment est-ce que vous allez réussir à faire les choses, quelle est l'exécution que vous allez faire. En gros, étonnamment, un plan financier, il n'y a pas uniquement les chiffres, il y a toute une histoire derrière. C'est la capacité organisationnelle de l'entreprise pour exécuter le plan ou la stratégie. Alors, un budget, c'est quoi? C'est aussi une preuve de validation du marché que l'on recherche. C'est tiré de Family. Je connais des entrepreneurs qui aiment bien avoir une ligne des trésoreries qui ne bouge pas. C'est-à-dire que les dépenses sont égales et rentrées, et du coup, le solde sur le compte en banque est égal de mois en mois. C'est pas grave si à un moment la trésorerie diminue, à partir du moment où on recherche à vérifier quelque chose, on fait un investissement, un test, etc. Donc c'est vraiment le voir comme une manière d'atteindre ses objectifs, c'est ça la trésorerie. Et puis évidemment, le plan financier, si on ne le suit pas, chacun fait comme il a envie, mais ça par contre, ça permet de faire du contrôle et du reporting par rapport à ça, de définir des KPI intelligents pour la finance, mais aussi pour les différentes business units qui sont présentes dans l'entreprise, et lier les opérations avec le plan financier. C'est seulement là qu'on aura du sens dans ces KPI, sachant que les KPI peuvent changer à travers le temps en fonction de la maturité de l'entreprise, en fonction de son cycle de vie et du contexte dans lequel elle est. Une fois, comme j'ai dit, on a ce plan financier, on va faire un contrôle et un reporting tous les trimestres. Et les enveloppes ne doivent pas être fixes, elles sont vraiment mouvantes en fonction des évolutions du marché, en fonction de l'évolution de l'entreprise. Il ne faut pas avoir peur de rentrer dans un processus de réallocation des ressources. Admettons, vous avez identifié une super opportunité sur un marché auquel vous ne pensez pas, et par contre vous pensez qu'on peut mettre en stand-by une partie des frais de recherche, mais pourquoi pas réallouer cette partie de budget dédiée à la recherche, au développement du produit, pour aller saisir l'opportunité. Donc c'est vraiment une discussion entre toutes les parties prenantes, toutes les personnes qui utilisent ces ressources pour pouvoir les changer. Ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est vraiment quelque chose de dynamique. Et c'est ça la finance opérationnelle de demain, c'est réussir à avoir une finance qui est dynamique, qui est itérative, et pas un plan qui est tracé pour les 5 prochaines années, difficile à suivre et difficile à exécuter. Ce qui est très important quand on compare un plan financier mensuellement, c'est de confronter les tendances. On a trop tendance à regarder les chiffres et le delta entre ce qui est prévu et réalisé, et pas regarder les tendances qui se dessinent. Or, les tendances peuvent donner des indications extrêmement intéressantes. Par exemple, dans ce graphe-ci, on voit que les ventes augmentent sensiblement, le nombre de commandes aussi, mais par contre, si on confronte ces deux tendances-là, ce qu'on voit, c'est que le panier moyen a tendance à diminuer. Ça donne des indications aux dirigeants pour changer la stratégie ou pour faire de nouvelles actions marketing, etc. Alors une fois qu'on a le plan financier, c'est très bien. Quel est le besoin qu'il y a derrière? Quelles sont mes ressources propres? Quelles sont les ressources que je vais devoir aller chercher à l'extérieur? Ça, c'est le deuxième sujet, c'est la trésorerie prévisionnelle. De manière tout à fait empirique, les 3 causes d'échec d'un projet sont 1. Une dissension entre les associés et fondateurs qui ne s'entendent plus, le projet capote. Le second, le product market fit
qui n'est pas présent, du coup difficile d'aller pénétrer un marché. Et le troisième, qu'on voit souvent dans les PME, c'est des problèmes de trésorerie. On n'a pas suffisamment de trésorerie pour atteindre ces objectifs, d'où l'importance d'avoir une trésorerie prévisionnelle pour savoir au moins comment ça va se comporter à travers le temps. Et c'est là qu'on arrive, donc évidemment, aux besoins. Comment est-ce qu'on surveille et comment on définit les besoins grâce à une trésorerie prévisionnelle? Un plan de trésorerie prévisionnelle, c'est vraiment simple. C'est les rentrées d'un côté, les sorties de l'autre, un résultat à la fin du mois. Mais ce n'est pas que ça n'indique pas simplement l'évolution de la trésorerie à travers le temps. L'autre intérêt, c'est d'utiliser le plan de trésorerie prévisionnelle comme un outil d'organisation aussi. Donc, par exemple, dans cet exemple-ci, à un moment, on décide qu'en en octobre, on a besoin de 25 000 € pour faire tenir la trésorerie. Ouais, on sait qu'on va devoir démarrer les négociations en juin ou en juillet pour avoir le montant à ce moment-là. Pareil, ici, on a un investissement qui est prévu en janvier de l'année. Ouais, est-ce qu'il y a une commande à faire? Est-ce qu'il y a un acompte qui est à prévoir? Tout ça, on va pouvoir le retrouver dans le plan de trésorerie prévisionnel, qui devient vraiment un outil de gestion et pas uniquement un outil de contrôle et de suivi. Alors, les sources de financement, on ne va pas rentrer en détail là-dedans, mais elles sont extrêmement vastes. Il y a autant de sources de financement que de besoins. Ça peut être du court terme, du long terme, du privé, du public, des investisseurs, des amis, tout ce qu'on a envie. C'est important d'avoir la source de financement qui correspond à son besoin. Ça évite des problèmes plus tard. Et ça, c'est un détail qu'on verra dans la masterclass lorsque vous serez présent éventuellement. Alors, quand on a des problèmes de trésorerie, on dit, le premier réflexe, c'est d'aller vers la banque. On pense qu'il y a une étape juste avant ça. Un partenaire de choix sont les fournisseurs. C'est très important de notre point de vue de bien connaître les conditions générales de vente et d'achat, puisque ça a un impact important sur la trésorerie. Et le fournisseur peut souvent jouer un rôle quand il y a un peu de tension par rapport à ça. Un plan de trésorerie prévisionnel, évidemment, c'est un intérêt pareil que pour le plan financier s'il y a un suivi mensuel. Ce qu'on fait, c'est qu'on a d'un côté les prévisions, de l'autre côté les réalisés, qu'elles soient fournies par les extraits bancaires ou tout autre outil. Et ça permet de regarder comment nos prévisions se sont réalisées ou pas et d'anticiper la suite. Est-ce qu'on est sur les bonnes tendances? Est-ce qu'on a des dépenses excessives ou des rentrées trop faibles? Donc ça donne beaucoup d'informations à partir du moment où c'est suivi et pas simplement un document qu'on met dans un tiroir. Le troisième outil qui est à disposition pour la gestion financière, c'est son bilan. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de tous les ratios et une analyse financière approfondie, mais simplement, c'est utile de comprendre son bilan pour pouvoir l'exploiter. Pas simplement s'en servir comme état à la fin de l'année, le rentrer à la BNB pour les obligations légales, est vraiment l'utiliser parce que c'est un historique qui indique quelles sont les évolutions à travers le temps. Est-ce qu'il y a eu la création de valeur, la destruction de valeur? Comment est-ce que le financement s'est fait à travers le temps? Donc ça offre beaucoup d'informations à celui qui peut lire. Par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est que les immobilisations corporelles augmentent fortement, donc l'entreprise est dans une grosse phase d'investissement. Comment est-ce qu'elle l'a fait jusqu'à présent? Elle l'a fait grâce ou via des emprunts bancaires. Et donc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'à un moment, il y a un déséquilibre entre le capital et les dettes qui peut générer des problèmes de trésorerie et surtout des problèmes de refinancement à terme. Donc, ce qu'on fait, c'est que l'entreprise, effectivement, est en train d'augmenter son capital pour justement rééquilibrer le bilan et se redonner un poumon d'air pour pouvoir continuer son plan d'investissement. C'est à ça que sert le bilan prévisionnel. C'est un outil aussi intéressant pour savoir s'il y a beaucoup de délais dans les créances, etc. Donc ça vaut la peine de se plonger dedans. Le quatrième outil qui est à disposition de tous les directeurs financiers, c'est la capacité de regarder où sont les postes sensibles, quelles sont les sensibilités des finances au volume ou au prix, de réaliser des scénarios par rapport à ça pour vraiment être au fait de what if, qu'est-ce qui va se passer si mon prix augmente, si mon prix diminue, si mes volumes augmentent, est-ce que j'aurai la capacité de suivre, etc. Et de discerner les bons des mauvais signes financiers. Donc ce qu'on veut faire, c'est simplement un premier scénario où on augmente les ventes de 25%, les diminue de 25%, et on regarde quels seront les ajustements qui vont devoir être réalisés par la suite.
Et là, c'est un exemple d'une autre société que nous suivons, c'est que quand on voit l'évolution de la trésorerie à travers le temps, ça donne des éléments extrêmement intéressants quand on l'analyse. Ça peut paraître confus, mais par exemple, on voit qu'il y a énormément de saisonnalité. Donc ça veut dire que le gestionnaire doit tenir compte de ça. Beaucoup de rentrées pendant l'été, peu de rentrées pendant l'hiver. Tout le monde n'est pas un parc d'attractions ou un vendeur de glace, mais je suis persuadé que malgré tout, il y a de la saisonnalité dans votre activité. Il faut en tenir compte. Les revenus sont pas lisses et ça permet de vraiment anticiper ce qui va se passer à partir du moment où on connaît le contexte de l'entreprise. Donc ce sur quoi j'ai voulu vous convaincre aujourd'hui pour assister à la masterclass, c'est qu'on passe vraiment de directeur financier à directeur financier stratégique. Pour nous, c'est quoi la gestion financière opérationnelle? C'est anticiper l'évolution des finances et des opérations grâce à une analyse dynamique de ce qui se passe au sein de la société, au mois le mois, trimestre après trimestre, pour pouvoir justement éviter les écueils d'un problème de trésorerie ou de devoir courir après du financement là où il n'y a pas toujours une nécessité. Les outils qu'on a montrés sont des outils de pilotage, mais pour l'instant, ne sont pas des outils de... ce n'est pas un pilote automatique. Il y a des décisions qui doivent être prises par vous en tant que dirigeant ou qu'employé pour atteindre les objectifs de votre entreprise. C'est vraiment faire le lien entre un constat, l'analyse qui en est faite, et puis les décisions qui vont devoir être prises par la suite via ces outils, que ce soit le plan financier prévisionnel, la trésorerie prévisionnelle, le bilan ou les différents scénarios. Donc c'est extrêmement important de bien communiquer par rapport aux chiffres, donner l'histoire derrière, les arguments, les étayer avec du contexte, avec du contenu, plutôt que les livrer de manière brute, parce que ça porte souvent à confusion et on n'interprète pas les choses de la même manière les uns et les autres. Pour résumer ce qu'on vient de voir, c'est que la finance stratégique, à partir du moment où on doit l'utiliser comme outil de persuasion, c'est un argumentaire. On commence par la vision hélicoptère, le contexte de la société. Quel est son marché? Quelle est la vision? Quelle est sa stratégie actuelle? Quelle est la marge de manœuvre qu'on a par rapport à ça? On définit ça ensuite en objectif opérationnel, donc concrètement, comment est-ce qu'on va atteindre cette vision? On s'assure que les capacités d'exécution pour atteindre la vision sont présentes et seulement ensuite on est capable de transvaser toute cette information dans un plan financier qui va servir d'outil de contrôle. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous voir lors de la masterclass organisée par l'INSquare.